Le monde a longtemps été fasciné par la figure du pirate. La culture populaire a poli son image jusqu'à en faire quelque chose de presque fantasque, un hors-la-loi malicieux, doté d'un sens de l'humour et d'un cœur d'or caché sous le rhum et la bravade. Mais la vérité, particulièrement durant ce que les historiens appellent l'âge d'or de la piraterie, était bien plus sombre. Derrière les récits romancés de trésors enfouis et d'héroïsme à l'épée, se trouve une réalité sinistre, empreinte de sang, de brutalité et de la souffrance oubliée de ceux qui n'avaient pas de voix. Parmi ceux qui ont le plus souffert, se trouvaient les enfants des jeunes, souvent sans défense, qui se retrouvaient sur le mauvais navire au mauvais moment. Ils n'étaient pas seulement des dommages collatéraux lors des assauts pirates. Beaucoup furent attaqués, tourmentés et transformés en outils ou en jouets pour des hommes cruels qui dominaient les mers par la terreur. Ce n'est pas une histoire destinée à divertir, c'est une histoire racontée au service de la vérité et pour ceux dont la douleur a été engloutie par le silence de l'histoire. Le monde des pirates, une mer régie par la violence. Pour comprendre le sort de ces enfants, il faut d'abord plonger dans le monde où les pirates prospéraient. Ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie s'étend approximativement de 1650 à 1730. Pendant cette période, l'océan Atlantique devint un terrain de chasse pour d'anciens marins des forçats, en fuite des colons dépossédés et d'autres repoussés aux marges de l'Empire. La mer des Caraïbes, la côte de l'Afrique occidentale et même les côtes de l'Amérique du Nord étaient remplies de navires pirates, chacun étant un royaume flottant régi par ses propres codes, armes et coutumes. Contrairement à une croyance répandue, de nombreux navires pirates n'étaient pas anarchiques au sens de chaos pur. Ils opéraient souvent sous des codes pirates, des accords écrits, qui établissaient des règles de conduite entre les membres de l'équipage. Ces codes dictaient comment le trésor serait partagé, comment les différends seraient résolus, et comment la loyauté serait récompensée ou punie. Les capitaines pouvaient être destitués par un vote, la lâcheté pouvait coûter à un homme ses oreilles. Les blessures étaient souvent compensées par des parts d'or. En de nombreux aspects, c'était une étrange forme de démocratie maritime, mais ces droits étaient réservés aux pirates eux-mêmes. Pour les étrangers, pour les prisonniers, il n'y avait ni protection, ni justice, ni recours. Les captifs étaient vus comme des ressources à utiliser ou des objets à briser. Parmi eux, les enfants étaient particulièrement vulnérables. Leur jeunesse les rendait malléables, leur petit corps était adapté aux travaux les plus sales et dangereux, et leur voix était facilement ignorée. Les enfants qui ne rentraient jamais chez eux. Lorsque les pirates attaquaient dans des navires marchands ou navals, ils ne prenaient pas seulement de l'or et de la poudre, ils prenaient des personnes. Les hommes forts ou habiles pouvaient recevoir l'offre de rejoindre l'équipage, souvent sous la menace de mort. Les femmes, lorsqu'elles étaient présentes, subissaient des sorts atroces. Mais pour les enfants, ceux de moins de 15 ans environ, leur jeunesse ne les sauvait pas. Dans bien des cas, elle les condamnait. Le sort le plus commun pour ces enfants était le travail forcé. Beaucoup étaient contraints de servir comme mousses assistants personnels des officiers du navire. On attendait d'eux qu'ils soient réveillés avant l'équipage et endormis après lui, qu'ils obéissent sans poser de questions, et qu'ils endurent chaque insulte, coup ou ordre qu'on leur lançait. D'autres étaient forcés à des rôles, comme aide-cuisinier ou porteur de poudre. Ce dernier rôle consistait à courir avec de lourds sacs de poudre à canon, à travers des ponts étroits et enfumés pendant les combats. C'était dangereux, épuisant et souvent mortel. Il existe des récits d'enfants qui s'effondraient d'épuisement et étaient fouettés là où ils tombaient. Un registre judiciaire de la Jamaïque de 1718 décrit un enfant qui fut battu jusqu'à perdre connaissance pour avoir fait tomber une corde par-dessus bord
un acte considéré comme de l'incompétence plutôt qu'un accident. La punition fut si sévère que les témoins affirmèrent qu'il ne retrouva jamais pleinement conscience. Sur les navires pirates, il n'y avait ni médecin, ni soins, seulement le silence ou la mer. Atrocités non dites. Pire encore, étaient les crimes que l'histoire a eu du mal à nommer sur à haute voix. Les abus sexuels à bord des navires pirates sont un sujet rarement mentionné dans les manuels, mais ils se tapissent entre les lignes de nombreux documents judiciaires et témoignages de témoins. Bien que peu de registres décrivent explicitement de telles violences, en raison des tabous et de la censure de l'époque, des expressions comme « utilisé pour le plaisir », retenu dans les quartiers du capitaine ou soumis à des indignités, apparaissent suffisamment souvent pour tirer des conclusions effrayantes. Certains enfants disparaissaient simplement après avoir été emmenés à bord sans mention supplémentaire dans les registres ou interrogatoires. D'autres furent retrouvés cachés sous le pont, trop terrifiés pour parler. Le déséquilibre de pouvoir était absolu. Un enfant entouré d'hommes endurcis et armé au milieu de l'océan n'avait ni choix, ni recours, ni échappatoire. Même lorsqu'il n'était pas abusé sexuellement, de nombreux enfants étaient soumis à ce que l'on peut seulement décrire comme une humiliation rituelle et une torture psychologique. Les pirates se méfiaient profondément des étrangers. Les nouveaux venus en particulier, ceux pris par la force, étaient souvent soumis à des rites d'initiation brutaux, destinés à briser leur volonté et à forcer leur soumission. Certains étaient forcés de regarder la mutilation ou l'exécution d'autres prisonniers. D'autres étaient fouettés ou contraints à accomplir des actes dégradants pour le divertissement de l'équipage. Dans une pratique particulièrement cruelle, les pirates abandonnaient des enfants sur des îles isolées et inhabitées comme épreuve de survie. Si l'enfant parvenait à survivre subsistant grâce à l'eau de pluie des racines ou par pure chance, il pouvait être considéré comme suffisamment résistant pour rejoindre l'équipage. S'il mourait, ses ossements servaient comme d'avertissement aux prochains captifs. La peur comme outil. Tout sur un navire pirate tournait autour du contrôle. Et le contrôle était imposé par la terreur. La peur instillée chez les enfants n'était pas fortuite. C'était une arme. Un enfant terrifié était moins susceptible de se rebeller, plus enclin à obéir et plus facile à exploiter. Certains pirates étaient connus pour garder les enfants enchaînés sous le pont pendant des jours, ne les nourrissant que lorsqu'ils s'en souvenaient. D'autres prenaient ni plaisir à tourmenter les captifs pour le sport, les suspendant la tête en bas, les plongeant dans des tonneaux d'eau de mer, ou feignant de les jeter par-dessus bord avant de les tirer en arrière. Et ce n'était pas l'œuvre de fous solitaires. Des équipages entiers participaient, regardaient ou restaient silencieux. La souffrance de ces enfants était entrelacée dans les rythmes de la vie pirate. C'était le coût sombre de la liberté payé par les innocents, les légendes sadiques des cas historiques d'horreur. Les horreurs générales de la vie pirate étaient déjà assez graves, mais dans certains cas documentés, le traitement des enfants capturés allait au-delà de la cruauté, entrant dans un domaine de sadisme indescriptible. Ce n'étaient pas simplement des actes disciplinaires ou des dures réalités de la vie en mer. C'étaient des violations intentionnelles et prolongées du corps et de l'esprit, souvent commises sous les yeux des équipages pirates, qui approuvaient, participaient ou ne faisaient rien. Certains capitaines pirates se rendirent infâmes non seulement pour leur pillage, mais pour leur cruauté profonde, presque pathologique. Les cas suivants, tirés de témoignages de survivants de registres maritimes et d'histoires de l'époque, exposent cette brutalité dans un détail granulaire et inconfortable. Bien que tous les pirates ne fussent pas des monstres, certains l'étaient, et leur réputation était largement méritée. Edward Lowe, le nom qui faisait fuir les navires. Le nom d'Edward Lowe portait le poids de la terreur à travers l'Atlantique. Émergeant dans les années 1720, Lowe
était un pirate anglais qui inspirait la panique non seulement par sa cruauté au combat, mais par les histoires grotesques qu'il laissait derrière lui. Son sadisme, surtout envers les sans-défense, était légendaire. L'un des récits les plus troublants, impliquant Edward Lowe, se trouve dans une histoire générale des pirates, une source principale compilée par le capitaine Charles Johnson, un pseudonyme que beaucoup pensent être Daniel Defoe, ou un de ses contemporains. Johnson décrivit un épisode où Lowe captura un navire portugais dont l'équipage comprenait plusieurs enfants. Au lieu de les retenir pour une rançon ou de les recruter pour le service, Lowe fit un spectacle de leur souffrance. Selon le récit, Lowe aligna tout l'équipage capturé, y compris les enfants, et leur coupa les oreilles. Mais la cruauté ne s'arrêta pas là. Dans un geste grotesque, il ordonna qu'ils mangent là la chair coupée, riant, alors que certains vomissaient ou s'évanouissaient de la perte de sang et du choc. Un enfant, dit-on, vomit après la première bouchée et fut jeté par-dessus bord pour manque de respect. L'abus de Lowe envers les jeunes captifs ne se limitait pas à la mutilation. Il était connu pour attacher les enfants au mât et les fouetter avec un fouet trempé dans l'eau de mer, rouvrant chaque blessure à chaque coup. Dans d'autres cas, il les attachait et les brûlait avec des allumettes enflammées pour tester leur courage. Certains enfants étaient utilisés comme cible vivante pour des jeux de lancer de couteaux, tandis que d'autres étaient noyés avec des poids attachés à leurs chevilles, simple avertissement pour d'autres captifs qui envisageraient la désobéissance. Sa cruauté n'était pas le fruit de la hâte ou de la nécessité. Elle était répétée, délibérée, mise en scène, et pour les enfants malchanceux d'être à bord des navires qui l'attaquaient, elle marquait le début d'une souffrance trop grande pour les mots. Terreur imposée par le poing et la corde. Alors qu'Edward Lowe était animé par une théâtralité vicieuse, Charles Vane opérait à travers une logique froide d'intimidation. Pirate puissant et redouté actif au début du XVIIIe siècle, l'héritage de Vane reposait sur une force implacable et un refus de compromis même avec son propre équipage. Ses méthodes étaient promptes et directes et terrifiantes. Vane croyait que l'obéissance ne pouvait être gagnée que par la peur. Lorsque son navire captura un bateau négrier au large des Indes occidentales, Vane fit un exemple du jeune mousse à bord. L'enfant âgé de pas plus de 12 ou 13 ans avait travaillé comme serviteur sur le navire marchand. Vane l'accusa sans preuve de cacher des informations sur la cargaison du navire. En guise de punition, l'enfant fut déshabillé et traîné devant les deux équipages. Vane le battit avec un bout de corde jusqu'à ce que l'enfant s'effondre. Les témoins déclarèrent plus tard que les coups continuèrent, même après que l'enfant eut perdu connaissance. Il mourut 2 jours plus tard, se tordant de douleur, délirant et ignoré. Ce meurtre n'était pas un secret. C'était une démonstration. Vane suspendit la chemise ensanglantée de l'enfant dans le gréement du navire comme un message à tous les prisonniers à bord. Loyauté ou mort, cela fonctionna. D'autres se mirent en rang, mais le prix fut la vie d'un enfant. Vane était également connu pour suspendre les enfants la tête en bas au mât ou à des crochets de chargement les laissant se balancer pendant des heures sous un soleil brûlant. Un survivant qui témoigna plus tard lors d'un procès de pirates à Kingston se rappela avoir été forcé de regarder un autre enfant attaché par les chevilles, plongé à plusieurs reprises dans l'eau et maintenu juste au-dessus de la surface pour simuler une noyade. L'enfant suppliait la clémence, haletant et convulsant, pendant que Vane fumait une pipe et regardait en silence. Ce n'était pas la guerre, ce n'était pas de la piraterie, c'était une guerre psychologique contre des enfants. Boucanier français la torture à Hispaniola. Toute la cruauté pirate n'était pas le fait de capitaines individuels. Parfois, elle était la pratique partagée de tout un équipage. Au début du XVIIIe siècle, un groupe de boucaniers français attaqua un navire marchand espagnol près de la côte d'Hispaniola. Cette attaque, contrairement à beaucoup d'autres,
étaient beau moins motivés par l'or que par des rumeurs. Les Français avaient entendu dire que le navire espagnol transportait un trésor caché des lingots d'argent, supposément dissimulés dans des compartiments secrets. Lorsqu'ils ne trouvèrent pas une telle cargaison, les pirates se tournèrent tot vers l'interrogatoire. Parmi les prisonniers se trouvaient plusieurs adolescents, dont 2 avaient travaillé dans la cale de chargement. Les Français pensaient qu'ils connaissaient l'emplacement de la richesse perdue. Ce qui suivit fut de la torture. Les enfants furent traînés sur le pont, leurs chemises arrachées, et des fers chauds furent apportés de la cuisine. Des récits de témoins décrivent comment les pirates chauffèrent à rôder des tiges de métal jusqu'à ce qu'elles rougissent, puis les pressèrent contre la peau des enfants, tout en criant des questions dans un mélange de français et d'espagnol approximatif. Les enfants hurlaient, se tordaient et ne donnaient pas de réponse, soit parce qu'ils ne savaient rien, soit parce qu'ils ne pouvaient pas parler à travers la douleur. À l'un on coupa les doigts, un par un autre fut marqué au visage. L'équipage regardait certains se moquant d'autres en silence. À la fin de l'épreuve, 3 des enfants étaient morts. Le trésor ne fut jamais trouvé. Les pirates levèrent de l'ancre le lendemain matin, laissant les corps pourrir sur le rivage. L'enfant survivant fut attaché au mât pour le reste du voyage, laissé sans soin, saignant et seul. Des années plus tard, il fut retrouvé à la Havane muet et à moitié fou. Des schémas émergent. Ces histoires aussi troublantes, soyent-elles polites, montrent une cohérence effrayante. La cruauté pirate envers les enfants n'était ni accidentelle ni rare. Elle était systémique dans certains secteurs de la société pirate. Qu'elle soit motivée par la paranoïa, la rage, le sadisme ou l'excitation du pouvoir, les pirates en particulier, ceux dépourvus de contraintes morales ou d'un leadership fort, infligeaient certains de leurs pires horreurs aux captifs les plus jeunes à bord. Pour ces enfants, il n'y avait ni pitié, ni échappatoire, ni justice. Leur corps devenait donc des outils pour la douleur, leur peur une source de divertissement, leur silence une monnaie échangée entre des hommes qui n'avaient rien à perdre. Et lorsqu'ils mouraient comme beaucoup le firent, leurs histoires s'évanouissaient comme les taches de sang sur le pont lavé par la mer. Mais pas oubliées, pas tout à fait. Discipline et terreur. Les pirates ordonnés. Tous les pirates n'étaient pas des sadiques insensés, et tous les équipages ne sombrèrent pas dans le chaos. Certains capitaines pirates se considéraient comme des hommes d'ordre, des stratèges, plutôt que des bouchers, des leaders, plutôt que des tyrans. Mais même parmi ces marins soi-disant plus disciplinés, le traitement des enfants capturés restait cruel, déshumanisant et souvent mortel. La structure pouvait changer, mais la souffrance restait. Parmi ces capitaines ordonnés, aucun n'était plus infâme ou paradoxalement admiré que Bartholomew Roberts, mieux connu sous le nom de Bart le Noir. Bartholomew Roberts, structure sans pitié. Bartholomew Roberts commença sa carrière de pirate au début du XVIIIe siècle et gravit rapidement les échelons pour commander l'une des flottes pirates les plus puissantes de l'époque. Il était connu pour maintenir des règles strictes à bord de ses navires. L'alcool et les jeux d'argent étaient interdits. Les querelles entre membres de l'équipage devaient être résolues à terre. Des couvre-feux étaient même imposés. Son code pirate était détaillé et strictement respecté. Mais la structure ne doit pas être confondue avec la bonté. Roberts était aussi pragmatique que puissant. Il comprenait qu'un navire fonctionnel avait besoin de bras et ne se souciait pas de la manière dont ces bras venaient à le servir. Les enfants capturés lors des assauts étaient fréquemment forcés à servir. Certains devenaient ou cuisiniers, d'autres étaient porteurs de poudre des enfants travailleurs, obligés de transporter de la poudre à canon au canon pendant le combat, un travail aussi dangereux qu'épuisant. L'un de ces enfants, identifié uniquement comme Samuel dans une transcription judiciaire de 1721,
du château de Cape Coast, avait été à bord du vaisseau amiral de Roberts pendant plus de 2 ans. Il avait 13 ans lorsqu'il fut capturé sur un navire marchand près de la Sierra Leone. Dans son témoignage, il décrivit les premières 2 semaines à bord du navire pirate comme un flou de violence et de faim. Lorsqu'il refusa de cirer les bottes du capitaine, il fut battu avec une corde jusqu'à ce qu'il saigne. Lorsqu'il pleura, on lui appliqua du goudron dans la bouche pour le faire taire. Samuel avait tenté de s'échapper 2 fois, une fois en sautant par-dessus bord dans un port et une autre en se cachant dans une cale de stockage. Les 2 fois, il fut rattrapé. Pour la seconde tentative, il fut enchaîné à un poteau sur le pont supérieur et laissé sous le soleil pendant 2 jours, sans nourriture ni eau. Son récit se terminait par une phrase glaçante. « Je savais que si je réessayais, je ne vivrais pas pour le regretter. » Bien que Roberts désapprouvât certaines formes d'excès, en particulier la violence sous l'effet de l'alcool, il n'avait aucun problème avec la servitude forcée des enfants. La discipline était dure, rapide et inflexible. Les jeunes captifs n'étaient pas considérés comme des personnes, mais comme des outils, et si un outil se cassait ou défiait son utilisateur, il était jeté ou puni sans hésitation. John Phillips est le cas de Thomas Nichols. Un autre capitaine pirate, John Phillips, opérait avec beaucoup moins de notoriété que des figures comme Roberts ou Lowe, mais ses actions révélaient la même veine de cruauté qui semblait traverser la société pirate. En 1724, Phillips captura un petit navire au large de la côte de Terre-Neuve. À bord de ce navire se trouvait un garçon de 16 ans, nommé Thomas Nichols. Nichols n'était pas marin. Il accompagnait son père, un charpentier, dans un voyage commercial. Lorsque les pirates abordèrent, son père fut battu et laissé derrière, mais Thomas fut emmené. Selon les registres judiciaires présentés plus tard lors du propre procès de Phillips, on dit à Thomas qu'il devait soit devenir pirate, soit être jeté par-dessus bord. Initialement, il refusa. Ce qui suivit fut un rituel de punition destiné à briser sa résistance. On lui arracha ses vêtements et on l'attacha au mât où les membres de l'équipage se relayèrent pour le fouetter avec une corde nouée. Lorsque son dos fut déchiqueté, on lui frotta de l'eau salée sur les blessures pour l'endurcir, comme le dit un pirate. Après le fouet, il fut enchaîné et enfermé dans la cale du navire pendant 1 semaine entière. Sans literie, sans nourriture, seulement quelques gorgées d'eau chaque jour. À la fin de cette semaine, il accepta de travailler, mais le prix de sa soumission resta gravé dans sa peau pour le reste de sa vie. Pendant son temps à bord, Thomas fut traité avec un mépris ouvert. On le frappait pour avoir parlé hors de propos et on se moquait de lui pour avoir pleuré. Lorsque le navire accosta pour récupérer des provisions, il tenta de signaler un établissement côtier pour demander de l'aide en allumant un petit feu sur le rivage. Les pirates découvrirent cela et le battirent avec le plat de leurs sabres jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Lorsque Phillips fut finalement capturé par une patrouille navale britannique, Thomas Nichols témoigna contre lui au tribunal. Son histoire fut si détaillée et si bouleversante qu'elle contribua à assurer des condamnations pour plusieurs membres de l'équipage. Il était à bord depuis moins d'1 an, mais le traumatisme l'avait vieilli bien au-delà de ses années. Lorsqu'il témoigna, il avait 17 ans et portait déjà l'apparence d'un homme 2 fois plus âgé. Pas tous les pirates, mais trop d'entre eux. Il serait irresponsable d'affirmer que tous les équipages pirates commettaient des actes de violence contre les enfants. Certains capitaines permettaient aux jeunes captifs de travailler sous supervision avec un minimum d'abus. Il existe des registres d'enfants qui furent entièrement épargnés de tout mal et même des histoires, bien que rares, de pirates protégeant les enfants qui s'étaient révélés utiles ou agréables. Cependant, ces cas étaient des exceptions, pas la règle. Le traitement des enfants variait d'un navire à l'autre souvent, en fonction du tempérament du capitaine, de l'humeur de l'équipage ou de la culture dont ils étaient issus.
Un pirate français pouvait imposer des interrogatoires cruels. Un capitaine anglais pouvait maintenir une façade de rigueur et exiger l'obéissance sans sauvagerie ouverte. Certains pirates espagnols ou portugais faisaient même preuve d'une pitié religieuse envers les enfants du moins, en apparence. Mais lorsqu'il fallait imposer la discipline ou chercher la vengeance, les enfants restaient là, les premiers à être punis. Ce qui unissait ces équipages n'était pas un code commun de cruauté, mais une indifférence partagée envers la douleur des autres. Pour de nombreux pirates, les captifs n'étaient pas des individus mais des symboles de peur, des avertissements pour d'autres ou des pions à échanger pour des provisions. Les enfants, en raison de leur jeunesse et de leur faiblesse, étaient les symboles les plus manipulables de tous. Ils pouvaient être battus pour donner une leçon, exhibés pour maintenir la peur, ou simplement jetés lorsqu'ils n'étaient blinde plus utiles. Le silence autour de leurs histoires. Contrairement aux hommes adultes qui écrivaient parfois des récits de leur survie ou témoignaient lors de procès, la plupart des enfants pris par les pirates n'eurent jamais l'occasion de raconter leurs histoires. Beaucoup moururent en mer. D'autres furent abandonnés dans des ports trop brisés pour parler ou trop effrayés par ce qui pourrait arriver s'ils le faisaient. Certains furent réintégrés dans la société avec leurs cicatrices cachées sous leurs vêtements et leur silence. Même dans les documents historiques, leurs noms sont souvent absents. On les mentionne comme un enfant, un petit ou le serviteur de cabine. Leurs histoires n'existent qu'en fragments, dans des notes de procès, des mentions passagères, des lettres écrites par des officiers navals ou des missionnaires qui entendirent des rumeurs de ce qui s'était passé. Mais ces fragments suffisent à reconstruire une image de dommage généralisée. La cruauté infligée aux enfants par les pirates n'était pas toujours écrite en gras. Parfois, elle se trouve entre les lignes, dans les pauses, dans les euphémismes, mais elle essaie la claire et nette pour ceux qui veulent bien regarder. Le coût humain et l'héritage historique. À ce stade, la forme de la vérité est indéniable. La soi-disant liberté de la vie pirate, si souvent présentée comme rebelle, voire noble, était dans bien des cas simplement de la brutalité déguisée. Pour chaque homme qui hissait le drapeau noir en quête de libération de l'Empire, il y en avait d'autres qui utilisaient la piraterie comme une excuse pour dominer, torturer et tuer. Et nulle part cette cruauté ne se ressentait plus clairement que dans les vies des enfants qui eurent le malheur de croiser le chemin d'un pirate. Ces enfants, certains âgés d'à peine 10 ans, d'autres encore trop faibles pour supporter leur propre poids, payèrent un prix. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à payer un tel prix. Ils le payèrent avec leur corps, leurs esprits, leurs avenirs. Certains furent travaillés jusqu'à l'épuisement et battus jusqu'au silence. D'autres furent jetés à la mer lorsqu'ils cessèrent d'être utiles. Et certains souffrirent de manière que même le registre historique si enclin aux euphémismes refuse de détailler clairement, ce qui rend leur souffrance plus troublante et qu'elle y était souvent délibérée. Ce n'était pas de simples accidents de guerre. Les punitions infligées à ces enfants étaient calculées d'art répété et exécutées avec une efficacité glaçante. Lorsqu'un capitaine pirate attachait un enfant au mât, ce n'était pas parce que l'enfant représentait une menace. C'était pour donner un exemple. Lorsqu'on mutilait ou estropiait des enfants, ce n'était pas pour préserver l'ordre, c'était pour instiller la peur. Lorsqu'ils étaient violés ou torturés, ce n'était pas dans le chaos de la bataille, c'était dans le silence de la nuit, derrière des portes closes ou sur des ponts ouverts où personne ne levait la main pour arrêter cela. C'était né des crimes non pas de désespoir, mais de domination. Les tribunaux qui se souvenaient. Parfois, lorsque les équipages pirates étaient capturés et jugés, les histoires de ces enfants émergeaient au tribunal. Leurs témoignages, lorsqu'ils existaient, constituent certaines des pièces de preuve les plus convaincantes et douloureuses du registre historique. Ils sont souvent brefs,
mais d'une crudité indéniable. Lors d'un procès en 1725 à Boston, un garçon nommé Isaac, âgé de seulement 14 ans, témoigna contre l'équipage pirate qui l'avait gardé enchaîné pendant près d'1 an. Son récit était factuel, presque clinique, décrivant comment il était forcé de cirer des bottes, de récurer les ponts, et était battu lorsqu'il montrait des signes d'épuisement. Il parla d'être forcé de rire de sa propre humiliation sous peine de pires conséquences. Il décrivit des nuits de silence brisées uniquement par les cris provenant des quartiers d'un autre enfant. Les registres judiciaires notent qu'Isaac éclata en sanglots au milieu de son témoignage. Le procès continua sans lui. Les pirates furent pendus. On n'entendit plus jamais parler d'Isaac. Dans un autre cas, le garçon Thomas Nichols, dont nous avons exploré l'histoire plus tôt, se présenta comme le témoin clé qui démantela la défense d'un équipage pirate. Sa mémoire de chaque coup, chaque menace, était si précise que même le juge-président dit-on pâlit. Ces mots scellèrent le destin d'hommes qui auraient autrement pu s'échapper à nouveau en mer. Mais ils ne firent que rien pour défaire le mal qui lui avait déjà été fait. Ces procès étaient rares. Bien plus souvent, les équipages pirates disparaissaient à l'horizon, ne laissant aucun survivant pour parler. Le mythe qui persiste encore. Et pourtant, malgré tout ce que nous savons, le mythe du pirate reste glorifié, commercialisé, nettoyé de son sang. Les enfants se déguisent en pirates pour Halloween. Les films transforment les égorgeurs en comiques. Les attractions des parcs à thème invitent au rire là où il devrait y avoir du deuil. La cruauté infligée par les pirates, en particulier aux jeunes, a été enfouie sous des siècles de récits. Il est facile d'oublier le coup lorsque tout ce dont on se souvient, ce sont les drapeaux et l'or. Mais derrière ces contes de trésors enfouis, il y a des histoires réelles d'enfants réels qui furent volés, battus, brisés et parfois perdus à jamais. Se souvenir d'eux ne revient pas à effacer la fascination culturelle pour les pirates. C'est la compliquer réclamer une histoire qui n'était jamais destinée à être romantique, poser des questions inconfortables sur ce que nous célébrons et les voix que nous choisissons de réduire au silence. Car l'histoire n'est pas seulement ce dont nous nous souvenons, c'est aussi ce que nous oublions.